Bonjour Fanta. Bonjour Yandé. Bonjour à vous qui nous suivez sur afternews.info et bienvenue dans votre 9e numéro de After News. After News, vous connaissez le principe. Ce sont des reportages, des entretiens inédits, des enquêtes. Et cette semaine, nous nous sommes intéressés pour vous. À la mendicité nocturne, nos caméras cachées se sont baladées devant les endroits chics où on s'adonne à cette activité qui prend une ampleur phénoménale. À l'envoi des militaires au Yémen qui continuent à faire des polémiques, les avis des Sénégalais interrogés diffèrent de part et d'autre sur la question. Un micro-trottoir qui a eu la chance de tomber sur des experts. Au partenariat régional pour la conservation des zones côtières et maritimes de l'Afrique de l'Ouest qui fêtait ses 10 ans. Le PRCM et ses partenaires se sont mobilisés pour donner de la visibilité à leur action. C'est le reportage de ce numéro. Et pour finir, un entretien avec un camitologue, un égyptologue, bref, avec celui qui pense que la catégorie d'individus qui passe pour être l'élite africaine est improductive. Oupaotep, c'est son prénom. Voilà pour les titres de ce 9e numéro d'After News. Le développement, c'est tout de suite. Dans la capitale sénégalaise, la mendicité est devenue un fléau qui a dépassé le contrôle des différents régimes qui se sont succédés. Cela va sans dire. Mais le phénomène a pris une autre tournure, celle de se pratiquer tard dans la nuit pour des enfants ou des mamans qui sont censés être au lit. Pour eux, c'est une activité à part entière et ces pratiquants ont trouvé des stratégies pour augmenter leur chiffre d'affaires, comme celle de coincer les nantis et dandis dakarois sur leur lieu de loisirs. C'est un récit signé Ngoya Ndiaye. Dans la capitale sénégalaise, la mendicité est devenue un fléau qui a dépassé le contrôle des différents régimes qui se sont succédés. Cela va sans dire. Mais aujourd'hui, le phénomène a pris une autre tournure, celle de se pratiquer tard la nuit pour des enfants ou des mamans qui sont censés être au lit. Kolen dëkk yéen kolen dëkk yéen Taïba ku leen yónni ku leen yónni da ngeen di yelwaan mu ngeen jàng yéen ku mun tari si yéen kan moo dàq tari si yéen Auzu billahi mina shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim 500 laa di jox. Waaw. Di ngeen ko mën séddoo. Yaay mag bi. Waaw. Yow yaay mag bi. Dos. Ñaata nga am? Ñaata nga am? 13 ans. 13 ans. Ak kan moo gën a tuuti? Kan mooy xale bi? Moom ñaata at la am? Kii am na 6 ans. 6 ans. Kii 6 ans yow 13 ans. Mais yéen heure bi lu tax wàccu leen heure bi? Nii da ngeen di ñibbi. Ban heure ngeen war a wàcc yéen? 8 ngeen di arrêté yelwaan bi 8 heures. Ñu ngi ñibbi nii. 8 heures ngeen di arrêté yelwaan bi. Waaw. Pour eux, c'est une activité à part entière et ils trouvent des stratégies pour augmenter leur chiffre d'affaires. Celle de coincer les nantis et dandis dakarois sur leur lieu de loisirs. Nos caméras cachées se sont baladées devant les endroits chics où ils s'adonnent à cette activité qui prend une ampleur phénoménale. Ils font une journée continue, quand les uns descendent, les autres attaquent. Et ça continue jusqu'à tard dans la nuit. Nous sommes aux Almadies, il est 1 h du matin. Des femmes sont assises sur le trottoir et attendent l'arrivée de leur cible. Accompagnés de jeunes enfants, ils arrivent tôt, venant parfois de loin. Quand les blancs arrivent ou bien les riches sénégalais, elles poussent leurs enfants en avant, car elles savent que pour avoir la conscience tranquille, ici, les personnes n'hésitent pas à donner des billets. Si la mendicité journalière est un problème, celle de la nuit l'est encore plus, car dans ces endroits, les enfants sont exposés à la prostitution et à l'alcoolisme qui sont pour eux banalisés. En effet, chaque jour, ils voient des personnes sortir ivres ou des filles avec un accoutrement parfois pas très décent. Notre pays, le Sénégal, a ratifié pas mal de conventions, mais une chose est et demeure indubitable. Oui, il faut paraffer des conventions, mais il faut les appliquer. Malgré l'argument religieux du président Macky Sall pour envoyer 2100 soldats au Yémen, l'opinion publique sénégalaise est fortement divisée. Si les hommes des casernes se font discrets par rapport à leur statut, les civils, eux, n'ont pas hésité un instant à donner leur point de vue. Voici un micro-trottoir qui expose l'impopularité de la décision du président, mais aussi la vivacité de notre système démocratique.
Agneau du sacrifice, chair à canon, mouton à abattre, les mots sont durs pour qualifier ces soldats sénégalais que le président Macky Sall veut déployer sur les champs de bataille du Moyen-Orient. L'annonce est tombée lundi dernier par une simple déclaration du ministre des Affaires étrangères. 2100 militaires vont être envoyés au Yémen. Pour le gouvernement, cet envoi vise à protéger les lieux saints de l'islam, à savoir Médine et la Mecque. Quand l'Arabie Saoudite appelle le Sénégal, c'est vrai que c'est parce que le Sénégal est un pays musulman, mais c'est parce que c'est un pays frère et ami sur lequel elle sait qu'elle peut compter. Maintenant que pour des raisons de propagande et de politique intérieure, on parle de défendre les lieux saints de l'islam, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ait besoin de nous pour cela. Elle a besoin de nous parce qu'elle a un problème, elle a besoin d'avoir ses amis à côté. Je pense que c'est ça le principe. L'Arabie Saoudite a eu des problèmes il y a une dizaine d'années à la Kaaba. Elle les a réglés. Et je pense que l'Arabie Saoudite est bien défendue. Mieux défendue par d'autres que nous. Mais on a toujours besoin de sentir ses amis à côté de soi. Pour répondre à l'entorse, d'abord, l'islam n'est pas minoritaire au Sénégal. Elle est majoritaire. Et quand M. le Président a été au Vatican, aucun Sénégalais ne s'en est offusqué. Les Sénégalais étaient contents que la minorité catholique sente que M. le Président de la République est allé voir le représentant le plus élevé de la religion catholique dans ce monde qui était le pape. Nous sommes dans un pays où la laïcité, c'est d'encourager les religions à vivre ensemble, à vivre en paix. Et le Sénégal est un pays de paix et de dialogue dans le monde entier. Dans un pays majoritairement musulman comme le Sénégal, l'argument aurait pu convaincre sans problème, sauf que les Sénégalais sont divisés sur la question. Certains s'en amusent, d'autres ne comprennent pas. C'est normal, li sen liggéey la ñom ñoo opté pour nek militaire kay su leen woowee pour dem dimbali nit pour dëkk bi la wala lan la loolu tamit faa ñu laajte ko. selon man nañ leen bàyyi ñu dem foofu dimbali ñooñu leen di woo buñ fa jógee mën a am dara man loolu laa gëm parce que ku mu nekkoon sa papa tamit mu nekk militaire di nga bëgg tey mu dem fa indi loo xamante ne yow di nga ko mën a jariñoo yaag say rak ak say mag ak sa njaboot. xalaatuma ko d'accord sax parce que pour respecter ni mooy respecter peuple bi parce que ñoom waruñu toog seen i bureau climatiser seen oto yu neex imposer nit ñi loo xam ne nit ñi nangu ñu parce que Yémen boobu loolu seen nit seen rakk ciy dem wala seen i frère wala seen i papa duñu nangu gars yi dem ci. pour man bu fekkee ne militaire yi buñ fa demee du indi beneen problème boo xam ni de retour Sénégalais dina ci am problème. amul problème mun nañ dem mais léegi àdduna dafa yàqu ba nga xam ne affaire intégrité yi ñuy wax vraiment nit ñi dañ ci ragal daal pour ñu dem man daal bon pour man daal ñu toogoon daal ñëpp nekk si jàmm daal moo gënoon daal. man pour man gisuma ñu dem di leen yóbbu ñuy dem Yémen parce que am nañ ay problème yoo xam ne nii ñoo gën a sérieux fuuf mu nekk fii ci sunu dëkk bi ñu waroon leen gérer régler ko foofu man loolu laa gis moo gënoon a nekk lu urgence que ñu leen di yóbbu Yémen. jàngat gi daal grand mooy dañuy yóbbu suñu armée bi noonu rek pour ñu dee ci kasara mais loolu amul benn njëriñ waaye parce que naar yi ñoom saafara leen rek yombul waaw naar yi seen bopp saafara leen yombul ay nitu jihaad lañu te ñoom seen biir la nañ ñu may suñu jàmm ñun liggéey ñun suñu dëkk kenn ku si nekk jéem a xool nooy liggéey sa dëkk waaw gouvernement bi ñoom loolu lañu war a xool. Sénégal gi ku ne xam na ne kii bi. kaaraange bi des na suñu sañoon daal suñu sañoon tamit La controverse est telle qu'elle gagne aussi les réseaux sociaux. Des pages Facebook ont été créées appelant au refus d'envoyer des soldats sénégalais en Arabie Saoudite. L'opposition est évidemment vent debout contre cet envoi. Même au sein de la majorité gouvernementale, de nombreuses voix se sont élevées aussi pour s'y opposer. Du côté de l'armée, c'est silence radio, sauf pour ceux qui ont fini leur service, comme cet ancien colonel à la retraite. Droit de réserve oblige tout de même, sa réaction reste timide. Je pense que Monsieur le Président de la République n'a pas pris sa décision à la légère. Il a des conseillers, il a des structures qu'il a dû certainement consulter pour
se décider. L'Arabie Saoudite lui a demandé de lui envoyer des troupes. Il a estimé, pour un certain nombre de raisons qui ont été exposées dans la presse, qu'il devait le faire. Il l'a fait. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères communiquer avec l'Assemblée. D'autres Sénégalais ne sont pas d'accord, parce que nous sommes en démocratie. Pourquoi Macky Sall a-t-il décidé d'envoyer des hommes se battre à l'autre bout de l'Afrique alors qu'il n'a pas souhaité faire partie de la coalition contre Boko Haram au Nigeria? Le Nigeria nous a demandé d'aller l'aider à combattre Boko Haram. Donc il faut c'est sur demande finalement. Oui. Comment le Tchad a été traité quand il a commencé à infliger des revers à Boko Haram? Comment le Tchad a été traité? Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un sans qu'il vous invite. C'est des affaires intérieures d'un État. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut un mandat de l'ONU pour vous rendre dans un pays qui est en conflit. Mais là, c'est le pays qui souverainement dit « venez nous aider ». Même le Mali voisin, en proie à une guerre contre les djihadistes, a dû se contenter du service minimum de la part des autorités sénégalaises. Officiellement, dit le ministre des Affaires étrangères, le Sénégal répond favorablement et simplement à une demande de l'Arabie Saoudite, qui dirige actuellement une coalition qui bombarde depuis 1 mois et demi la rébellion chiite au Yémen. Mais selon certains, c'est plutôt l'argent le nerf de la guerre. Ça, c'est venu après. C'est venu après. Nous réagissons, dans mon entendement, à la demande de présence d'un pays ami. Si nous y allons, maintenant, il y en a qui disent que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est après. C'est après. Après, les diplomates verront comment régler ce problème. La contrepartie, s'il y en a, il y en aura. Les remboursements de dépenses et tout que ça va générer se feront. Qui va payer? Est-ce que le Sénégal? Est-ce l'Arabie Saoudite? Est-ce que tout ça sera bien pris en compte ou pas? Ça, je pense que c'est ça peut-être le combat maintenant. Le gouvernement sénégalais veut non seulement monnayer très cher sa participation, mais aussi faire revenir le Sénégal dans les petits papiers de l'Arabie Saoudite après des relations compliquées sous Abdoulaye Wade. Macky Sall espère-t-il repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir bénéficier des largesses financières du nouveau roi d'Arabie? C'est toute la question qui met en jeu la vie de 2100 Sénégalais. Le littoral est soumis à de nombreuses pressions, aux intérêts parfois contradictoires et difficiles à maîtriser. Pour faire face à ces différentes pressions et menaces, des actions concertées à l'échelle régionale, nationale et parfois locale sont menées par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime de l'Afrique de l'Ouest depuis 10 ans. Pour fêter effectivement ces 10 ans, le PRCM et ses partenaires se sont mobilisés pour donner de la visibilité à leur action. Un après-midi riche en débats, malgré la lueur de satisfaction qui se lissait sur leur visage, ces écologistes avertis pensent qu'il reste beaucoup à faire. Un reportage de Babacar Beuz Diédhiou. Le partenariat régional pour la conservation des zones côtières et maritimes de l'Afrique de l'Ouest fêtait ses 10 ans. Une fois de plus, le PRCM et ses partenaires se sont mobilisés pour donner de la visibilité à leur action. C'est dans ce cadre qu'avec ses partenaires, ils ont fêté ce mercredi à l'Océanium, au siège de l'écologiste Ali Haïdar, leurs 10 ans de compagnonnage, l'heure du bilan. Fêtons les 10 ans du PRCM, qui est l'organisation qui regroupe toutes les ONG, les associations à la base qui s'activent pour l'environnement et pour la ressource halieutique. Je pense que le résultat est formidable parce que les présidents d'associations, que sont l'UICN, que sont le Wetland, que sont le WWF, toutes ces organisations sont là, la MAVA est là, l'Océanium est là, et ensemble nous allons unir nos forces pour bien sûr continuer à sensibiliser au niveau de l'urgence d'agir pour protéger nos ressources. Parce que quand on dit protéger nos ressources, les citadins qui habitent dans les villes, ils ne comprennent pas. Mais il y a un pillage systématique des ressources minières, des ressources forestières, les feux de brousse dégradent, la terre est en train de s'appauvrir et c'est pourtant cette terre qui nourrit les villes. C'est la campagne qui nourrit les villes. Donc nous partons du principe que
Il faut des acteurs qui protègent les forêts, qui protègent la mer, qui protègent la campagne, pour que les villes continuent à trouver et de l'eau et de la nourriture. Le littoral est pour beaucoup de raisons soumis à de nombreuses pressions, aux intérêts parfois contradictoires et difficiles à maîtriser. Pour faire face à ces différentes pressions et menaces, des actions concertées à l'échelle régionale, nationale et parfois locale sont menées par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine de l'Afrique de l'Ouest depuis 10 ans. Un après-midi riche en débats. Alors normalement, au Sénégal, je commence mes discours en disant « Taï Samahol Sedena ». 10 ans, le temps n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la vérité de l'action et la durée dans la vérité de l'action. Malgré une lueur de satisfaction qui se lisait sur des visages, ces écologistes avertis pensent que leur boulot n'est qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport à l'inconscience des populations face aux dangers qui nous guettent. Mon travail, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une goutte importante parce que c'est les petites gouttes qui s'accumulent qui font le fleuve. Donc, je crois qu'il est urgent et important de comprendre l'environnement. Un programme qui a reçu le soutien de beaucoup de pays comme les Pays-Bas. On n'est pas parti d'un cours, mais on est parti en phase. Parti de manière responsable. Mais moi, je suis très fier quand je vois tout ce qui a été accompli, tous les jalons qui ont été lancés, tous les acquis. Et je crois tout cela, on n'aurait pas pu faire ça sans le soutien du Royaume des Pays-Bas. Mais de temps en temps aussi, il faut savoir mettre fin aux choses pour pouvoir commencer d'autres choses. Une expérience très ambitieuse et qui est loin de s'arrêter à ces 10 ans, même si certains partenaires se sont retirés. Un bilan satisfaisant selon certains bailleurs qui visiblement ont apprécié la démarche de l'organisation comme la fondation. Je suis très satisfaite. On a fait tout un parcours avec le PRC. 10 ans, on a fait 3 phases. Et chaque phase était vraiment différente. Et on a eu les moments peut-être un peu difficiles, on n'était pas sûr, mais maintenant on est très content. Je trouve que tout est remis en course et je suis très satisfaite et la famille Hoffman également. Tous ces acteurs intervenant dans la protection de la nature étaient présents, conscients de la nécessité de conjurer les efforts pour faire face aux défis de la conservation du littoral et de la gestion durable de ses ressources. Aujourd'hui, plus que jamais, ils entendent apporter encore plus de réponses concertées dans le cadre de ce partenariat appelé PRCM, pour toujours plus de résultats. Voici l'homme qui a changé de prénom pour l'amour qu'il porte à son continent africain, Oupa Otep Kajor. Ce camétologue pense que s'il était une bougie, ses parents seraient donc la stéarine. Mais plus important encore, il aurait comme paraffine l'historien Cheikh Anta Diop, qui a réveillé le colosse qui dormait en lui et lui a permis de s'engager à défendre et à protéger les intérêts de l'Afrique. Un entretien riche en questionnements qui ne vous laissera pas indifférent. C'est signé Sanya Hamada. Il s'appelle Oupa Otep Kajor, un nom qu'il a lui-même composé pour l'amour qu'il porte à son continent africain, oubliant même son nom issu de la colonisation. Diplômé en information, communication et en anthropologie, ce kémitologue a eu comme inspiration de départ l'activiste et militant burkinabé Thomas Sankara. Il déclare que s'il était une bougie, ses parents seraient la stéarine. Mais plus important encore, il aurait comme paraffine l'historien, anthropologue, égyptologue et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop. Car ce dernier est sa plus grande source d'inspiration qui a réveillé le colosse qui dormait en lui et qui lui a permis de s'engager à défendre et à protéger les intérêts de l'Afrique. Il a sorti son livre intitulé « Histoire politique de l'Afrique, l'exigence de leadership » en décembre 2014 et nous explique sa genèse et les grandes lignes, tout en précisant que la catégorie d'individus qui passe pour être l'élite africaine est improductive. Il est à la fois le réceptacle et l'écho des nouveaux habits de l'empereur. Il est notre invité. Alors, à ma naissance, j'avais un prénom, mes parents m'ont donné un prénom français, Oupa Kajor Mendy. Le prénom français, je l'ai oublié hein, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus dans mon état civil. Et j'ai décidé de garder Oupa Kajor Mendy. Mon père, bon, ça lui faisait bizarre au début. Il me disait, c'est moi qui te donne le nom. Je lui dis, oui, mais c'est moi qui porte le nom. Donc je pense qu'en ultime recours, c'est moi qui dois décider, oui ou non, si je dois porter ce nom français. Ce nom français n'ayant aucun sens, aucune signification
dans mon patrimoine culturel à moi, je suis décidé de m'en départir. Voilà, je ne déteste pas les Français, mais moi, en tant que kémite africain, Manjaak avant nom français, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, Oupa Kadior, c'est comme le jeune homme de Kadior, le jeune guerrier de Kadior, etc. Donc, quand j'ai rajouté Otep, qui veut dire la paix, la plénitude, qui est un mot en médounéter, en ancien égyptien, la première écriture au monde, et le fruit du génie de nos ancêtres, donc c'est devenu Oupa Otep Kadior Mendy. Vous êtes allé quand même loin. C'est moi ça. Jusqu'à changer un prénom pour redevenir ce que vous êtes. Non, je suis déjà quelqu'un. J'ai déjà été, j'ai toujours été. Mais c'est très simple. J'ai trouvé que moi, en tant que Manjaak, Mandiakou, comme on dit chez nous, Abok Mandiakou di Kofou, j'étais mal à l'aise d'être dans cette volonté d'être épanoui et d'avoir un prénom étranger sur mon état civil. C'est comme si on avait une charge, j'avais une charge sur mes épaules. C'est quoi exactement? Parce qu'on entend égyptologue, c'est quoi un palpable en réalité, voilà. Alors, l'égyptologie, c'est la science qui est née avec Champollion. Quand il a déchiffré les hiéroglyphes, il a créé la première chaire d'égyptologie dans le monde. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on voit dans le monde une science qui étudie une civilisation. Voilà. Et coïncidence, cette civilisation, elle est de chez nous. Donc que les gens à l'extérieur créent une chaire d'études pour étudier une civilisation qui est de chez nous, ça veut dire que nous n'avons pas fait que des bêtises dans le passé. Que c'est quand même intéressant à tant soit peu. Et c'est ça l'égyptologie. Et malheureusement, de siècle en siècle, en tout cas quand l'égyptologie était née, nous étions en pleine période d'esclavage, comme disait Chantal Diop, et il était inconcevable pour certains occidentaux qui s'étaient accaparés de l'égyptologie de découvrir que les savants grecs dont ils se réclamaient ont acquis quasiment tout leur savoir de savants africains. Les Africains qui aujourd'hui sont esclaves, c'est celui dont les ancêtres ont initié leurs propres ancêtres occidentaux à la civilisation. Parce qu'il faut le dire, eux-mêmes disaient qu'ils étaient barbares. Donc ce sont les Africains qui leur ont pris la main, qui leur ont initié, qui leur ont enseigné. Comme les Africains ont pris la main aux Arabes, etc. etc. Parce qu'il faut le dire brièvement en passant, tout le savoir extraordinaire arabe de l'Antiquité, après les siècles qui ont suivi la naissance de l'islam, tout le savoir arabe pardon, qui a éclos n'a été rendu possible qu'avec l'envahissement de l'Égypte. Les Égyptiens aujourd'hui qui sont en Égypte ne sont pas les autochtones de l'Égypte. Ce sont des gens qui sont venus s'installer en Égypte. Le mot Égypte n'était pas le mot qui était utilisé par nos ancêtres à l'époque. Le mot authentique pour décrire ce pays-là, cette partie, c'est Taméri. Taméri qui veut dire en médounéter en hiéroglyphe, le pays bien-aimé. C'est ce mot-là que nos ancêtres utilisaient pour se désigner. C'est comme si aujourd'hui j'utilisais le mot Ber pour dire Gorée, d'autres disent Gorée ou autre chose. Donc ce n'est que par ce processus de gommage de certains faits, de blanchissement de la civilisation antique égyptienne, qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir des Égyptiens dans les films qui sont des Blancs ou des Arabes ou d'autres, en tout cas, carnations qu'Africains noirs. Donc quand on dit Égypte, les gens ont tendance tout de suite à penser à l'Égypte de Moubarak, etc. Alors que ce n'est pas ça. C'est comme si il y a eu un tremblement de terre ou une grosse catastrophe naturelle qui rayait Dakar de la carte. Et une fois qu'on a fait des investigations, on va dans un coin de Dakar qui n'a été habité que par les Libanais. On dit les Libanais, les populations autochtones de Dakar n'étaient que des Libanais. Tu vois? Donc on peut scientifiquement prouver cela, mais ce n'est pas exact, ce n'est pas un fait scientifique. Donc on parle de camétologie, c'est une science comme une autre qui essaie d'aller au fond des choses avec une grille de lecture endogène, un paradigme qui est de chez nous. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est très simple. C'est quand je vous prête des lunettes que j'ai conçues moi-même, vous ne voyez qu'à travers ma grille de lecture que j'ai conçue moi-même. Alors, sans prétention aucune, c'est très difficile, quasi impossible de toucher le fond, la pensée de nos populations quand on ne comprend pas le processus qui les a conduits à cette situation-là. Quand on va voir un médecin pour dire que j'ai envie d'être soigné de tel ou tel mal, le médecin ne s'empresse pas de vous écrire une ordonnance et vous dit allez à la pharmacie acheter votre médicament. Le médecin vous fait un diagnostic. Malheureusement, ces grands intellectuels, je n'ai rencontré que j'ai un profond respect, une grande estime pour eux, n'ont pas pris la peine d'ancrer leur science, leur savoir sur notre patrimoine à nous. C'est comme s'ils voguaient comme ça en l'air, sans aucune attache, sans aucune emprise sur la réalité. Malheureusement, c'est cela. Donc, il y a de fortes chances qu'on n'arrive
à l'impasse avec leurs pensées, parce qu'on parle souvent de philosophie. Si je prends par exemple le cas de Souleymane Bachir Diagne, je lui demande tout simplement, ou tous les grands philosophes du Sénégal ou d'Afrique, de me dire quelle est l'étymologie du mot philosophie. Très simplement, quelle est l'étymologie du mot philosophie? Voilà, j'avais décidé un jour de faire une conférence en appelant un huissier de justice et en remettant une forte somme d'argent et de dire aux gens, je vais poser 2 questions. Je pense qu'il n'y a que 2 personnes au Sénégal, et 3, moi y compris, qui connaissent cette réponse à ces questions. Certains diront que c'est prétentieux, mais c'est la vérité. Je leur dirais, quelle est l'étymologie du mot philosophie et qu'a fait Socrate avant de boire la ciguë? Tous les grands philosophes du monde, d'Afrique en tout cas, je leur demande d'aller au tableau de répondre à ces 2 questions-là. Quelle est l'étymologie du mot philosophie et qu'a fait Socrate avant de boire la ciguë? Fanta, tu viens d'entendre la question. Est-ce que tu as la réponse? Oui, André, c'est l'amour de la sagesse. Une réponse laissée à l'appréciation de Oupa Otep. Une question également à 25 000 francs pour vous qui nous suivez sur Radio News. Et c'est cette note qui met fin à votre 9e édition de After News. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous à la semaine prochaine.